Sixième chapitre. Peut-on voyager dans le temps? Dans les récits de science-fiction, les plis d'espace-temps sont bien commodes. Ils permettent des voyages éclairs dans la galaxie, ou même le fameux voyage dans le temps. Mais comme la science-fiction est souvent la science de demain, qu'en est-il vraiment du voyage dans le temps? L'idée que l'espace et le temps peuvent être courbés ou pliés est assez récente. Pendant plus de 2000 ans, les axiomes de la géométrie euclidienne étaient considérés comme allant de soi. Par exemple, vous avez peut-être retenu, grâce à vos cours de géométrie à l'école, que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Au siècle dernier, on a commencé à admettre que d'autres géométries sont possibles, dans lesquelles la somme des angles d'un triangle ne vaut pas 180 degrés. Voyez par exemple la surface de la Terre. Une ligne droite, le chemin le plus court d'un point à un autre, y devient un arc de grands cercles. C'est la trajectoire suivie par un avion pour aller au plus vite d'un point à un autre. Considérez maintenant un triangle à la surface de la Terre. Un côté est l'équateur, l'autre le méridien de Greenwich et le troisième le méridien 90 degrés est qui traverse le Bangladesh. Les deux méridiens croisent l'équateur à angle droit, mais ils se croisent aussi au pôle Nord à angle droit. Ce triangle a donc 3 angles droits, dont la somme donne 270 degrés, soit beaucoup plus que les 180 d'un triangle dessiné sur une surface plane. Et si l'on dessinait un triangle sur l'assise d'une selle d'équitation, on trouverait que la somme de ces angles est inférieure à 180 degrés. La surface de la Terre est un espace à 2 dimensions. Cela signifie qu'on peut s'y déplacer dans 2 directions perpendiculaires, sud-nord et est-ouest. Mais il y a aussi une 3e dimension, au bas, en chacun des points de la surface. La Terre est donc plongée dans un espace à 3 dimensions, espace plat qui obéit à la géométrie euclidienne et où la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Il n'empêche que l'on peut imaginer une course de créatures à 2 dimensions qui se déplacerait à la surface, mais n'aurait aucun accès à la 3e dimension. Elles ignoreraient tout de l'espace plat à 3 dimensions dans lequel est plongée la surface terrestre. Pour elles, l'espace serait courbe et la géométrie serait non euclidienne. Il serait difficile de concevoir un être vivant à 2 dimensions. La nourriture, une fois digérée, devrait sortir par là où elle serait entrée, car on ne pourrait imaginer un tube digestif qui séparerait la créature en 2. Il faut donc 3 dimensions pour avoir de la vie. De même que l'on peut imaginer des êtres à 2 dimensions à la surface de la Terre, on peut imaginer que l'espace à 3 dimensions dans lequel nous vivons est la surface d'une sphère plongée dans une dimension supplémentaire que nous ne percevons pas. Si cette sphère est assez grande, sa surface nous paraît plane, et la géométrie euclidienne y est une bonne approximation, au moins sur de courtes distances. Sur de grandes distances, cette géométrie devrait cependant montrer ses limites. Pour illustrer cela, imaginons une équipe de peintres chargée de couvrir de peinture la surface d'une grande balle. À mesure que l'épaisseur de la couche de peinture croît, la surface va croître. Dans un espace plat à 3 dimensions, rien n'empêche de peindre la balle indéfiniment et d'avoir une balle de plus en plus grosse. Cependant, si l'espace à 3 dimensions est la surface d'une sphère de dimension supérieure, son volume sera grand mais fini. La balle finira par remplir la moitié de l'espace. Les peintres vont réaliser qu'ils se trouvent dans une région de l'espace qui ne cesse de rétrécir. Ils comprendront alors qu'ils vivent dans un espace courbe et non dans un espace plat. Cet exemple montre que l'on ne peut déduire la géométrie du monde des principes établis par les Grecs à l'époque d'Euclide. On doit mesurer l'espace dans lequel nous vivons et découvrir sa géométrie par l'expérience. Pourtant, bien que les espaces courbes aient été décrits par l'Allemand Bernhard Riemann en 1854, ils sont restés une curiosité mathématique pendant 60 ans. On y voyait la description d'espaces courbes abstraits, sans aucun lien avec notre espace à nous. Tout cela changea radicalement en 1915 quand Einstein proposa sa théorie de la relativité générale. La relativité générale fut une extraordinaire révolution intellectuelle qui changea notre vision de l'univers. Ce n'est pas seulement une théorie de l'espace courbe, mais aussi du temps courbe. Einstein comprit en 1905
que l'espace et le temps sont intimement connectés, ce qui exprime sa théorie de la relativité restreinte. On peut situer un événement au moyen de 4 nombres, dont 3 décrivent la position. Tant de kilomètres au nord et à l'est de tel endroit, et l'altitude au-dessus du niveau de la mer. À plus grande échelle, ce pourrait être la longitude et la latitude galactique et la distance au centre de la galaxie. Le 4e nombre est le temps, le moment auquel se produit l'événement. Ainsi, on a affaire à une entité à 4 dimensions appelée espace-temps. Chaque point de l'espace-temps est repéré par 4 nombres qui spécifient sa position dans l'espace et dans le temps. Tout cela serait au fond très simple si la définition de la position et du temps allait de soi. Mais en 1905, alors qu'il était employé au bureau des brevets de Berne, Einstein publia un article remarquable montrant que le temps et la position d'un événement dépendent du mouvement de l'observateur. Cela impliquait un lien inextricable entre l'espace et le temps. Les temps assignés par différents observateurs ne sont les mêmes que si ces observateurs ne sont pas en mouvement les uns par rapport aux autres. Mais ils différeront d'autant plus que les observateurs sont en mouvement relatif plus rapide. On peut ainsi se demander quelle vitesse il faut atteindre pour que le temps mesuré par un observateur aille en sens inverse du temps mesuré par un autre. La réponse est donnée par ce petit limerick. Il était une jeune lady de White qui allait plus vite que la lumière. Elle partit un jour et, en vertu de la relativité, arriva la veille. Ainsi, ce qu'il faut pour voyager dans le temps, c'est un vaisseau spatial qui aille plus vite que la lumière. Malheureusement, dans le même article, Einstein montre que la puissance nécessaire pour accélérer un vaisseau croît à mesure qu'on approche de la vitesse de la lumière. Il faudrait une puissance infinie pour dépasser la vitesse de la lumière. L'article de 1905 semblait donc interdire le voyage dans le passé et rendait redoutablement difficile et lent le voyage vers d'autres étoiles. Si l'on pouvait atteindre la vitesse de la lumière, il faudrait 8 ans pour aller visiter l'étoile la plus proche et en revenir, et au moins 56 000 ans pour rejoindre le centre de la galaxie. Pourtant, les gens qui auraient pris place à bord du vaisseau ne vieilliraient que de quelques années. Maigre consolation quand ils constateraient à l'atterrissage que tous leurs proches sont morts et oubliés depuis des milliers d'années. Comme ce n'est pas le scénario idéal pour un western spatial, les écrivains de science-fiction ont dû contourner la difficulté. Dans son article de 1915, Einstein montrait par sa théorie de la relativité générale que les effets de la gravité peuvent être décrits en supposant l'espace-temps courbé, déformé par la matière et l'énergie qui s'y trouve. Et comme on l'a vu, on a effectivement observé la courbure de l'espace-temps et la déviation de la lumière qui en résulte à proximité du Soleil. On observe ainsi un déplacement des positions apparentes des étoiles ou des sources radio lorsque le Soleil s'intercale entre elles et nous. Ce déplacement d'1 millième de degré est extrêmement faible. Il équivaut à un écart de quelques centimètres vu d'une distance de 1 km. Il peut néanmoins être mesuré avec précision et il s'accorde très bien avec les prédictions de la relativité générale. Nous vivons bien dans un espace-temps courbe. Dans notre voisinage, la courbure est faible car les champs gravitationnels dans le système solaire sont faibles. Mais des champs beaucoup plus intenses existent ou ont existé, par exemple lors du Big Bang ou dans les trous noirs. Sont-ils capables de courber suffisamment l'espace-temps pour satisfaire les exigences de la science-fiction en hyperespace et autres trous de verre permettant de voyager dans le temps? Tout cela est a priori possible. En 1948, le logicien Kurt Gödel a trouvé une solution aux équations de champ de la relativité générale dans laquelle toute la matière est en rotation. Dans un tel univers, il est possible de décoller dans un vaisseau spatial et de revenir avant même que d'être parti. Gödel était un collègue d'Einstein à l'Institute for Advanced Study de Princeton. Il est plus célèbre pour avoir prouvé que l'on ne peut tout prouver dans un domaine apparemment aussi simple que l'arithmétique. Ce qu'il a trouvé dans le domaine de la relativité générale posa de gros problèmes à Einstein, qui pensait que c'était impossible. On sait maintenant que la solution de Gödel ne pourrait représenter notre univers, car elle ne comporte pas d'expansion.
Elle a aussi une très forte valeur de constante cosmologique, quantité que l'on considère généralement comme nulle. Cela dit, d'autres solutions apparemment plus raisonnables, car permettant le passage du temps, ont été trouvées depuis lors. L'une d'elles fait intervenir deux cordes cosmiques passant l'une devant l'autre à des vitesses proches de celles de la lumière. Les cordes cosmiques sont une idée remarquable de la physique théorique dont les auteurs de science-fiction n'ont pas encore tiré profit. Comme leur nom l'indique, elles ressemblent à des cordes en ce que leur longueur est infiniment plus grande que leur section. En fait, elles ressemblent davantage à des élastiques, car elles sont sous des tensions extrêmes de l'ordre de la centaine de milliards de tonnes. Une corde cosmique attachée au Soleil lui communiquerait une accélération de 0 à 100 km/h en 1/30 de seconde. Les cordes cosmiques peuvent sembler délirantes, mais nous avons de bonnes raisons scientifiques de penser qu'elles ont pu se former peu après le Big Bang. Avec les tensions gigantesques qui les caractérisent, on s'attendrait à ce qu'elles accélèrent pratiquement à la vitesse de la lumière. L'univers de Gödel et l'espace-temps des cordes cosmiques ont en commun qu'ils étaient si courbes et déformés à l'origine que le voyage dans le passé y a toujours été possible. Dieu a peut-être créé un tel univers plissé, mais on n'a aucune raison de penser qu'il l'a fait. Tout indique que l'univers lors du Big Bang n'était pas suffisamment courbe pour permettre le voyage dans le passé. Puisque nous ne pouvons rien modifier au commencement de l'univers, la question de savoir si le voyage dans le temps est possible revient à savoir si l'on peut aujourd'hui courber suffisamment l'espace-temps pour qu'il nous donne accès au passé. Il y a là un important thème de recherche, mais il est facile d'y passer pour un excentrique. Inutile de demander une bourse de recherche pour travailler sur le voyage dans le temps, elle serait immédiatement refusée. Il vaudrait mieux employer dans votre demande des termes techniques comme « courbe fermée du genre temps ». Pourtant, il s'agit là d'une question sérieuse. Puisque la relativité générale permet le voyage dans le temps, celui-ci est-il possible dans notre univers? Et sinon, pourquoi? La possibilité de passer rapidement d'un lieu de l'espace à un autre est étroitement liée au voyage dans le temps. On a vu plus haut que pour faire dépasser la vitesse de la lumière à un vaisseau spatial, il faut une puissance infinie. La seule façon de passer d'un côté de la galaxie à l'autre en un temps raisonnable serait de plier l'espace-temps de façon à former un petit tube, ou trou de verre. Ce raccourci permettrait de connecter les deux bouts de la galaxie et de faire l'aller-retour avant que tous vos amis ne soient morts. Ces trous de verre ont été envisagés très sérieusement et seront peut-être à la portée d'une civilisation future. Le problème est que si l'on peut faire un tel voyage en une semaine ou deux, on pourrait aussi revenir en empruntant un autre trou de verre qui vous ferait arriver avant que vous ne soyez parti. On pourrait même voyager dans le passé au moyen d'un seul trou de verre, à condition que ses extrémités soient en mouvement relatif. Pour créer un trou de verre, il faut plier l'espace-temps en sens opposé à celui dans lequel la matière plie l'espace. La matière ordinaire courbe l'espace-temps sur lui-même, comme par exemple la surface de la Terre. Mais un trou de verre est de l'espace-temps plié différemment, comme l'est l'assise d'une selle d'équitation. Et il en va de même pour toute courbure d'espace-temps permettant un voyage dans le temps dans un univers comme le nôtre. Il faudrait donc, pour réaliser un tel pliage, une matière de masse négative et de densité d'énergie négative. L'énergie, c'est un peu comme l'argent. Si vous n'êtes pas dans le rouge à la banque, vous pouvez dépenser votre argent comme vous le voulez. Mais selon les lois classiques de la physique que l'on pensait valables jusqu'à il y a peu, vous ne pouvez pas être à découvert. Ainsi, ces lois interdisent de courber l'univers pour voyager dans le temps. Cependant, les lois classiques ont été bouleversées par la théorie quantique, l'autre grande révolution avec la relativité générale qui a changé notre vision de l'univers. Et cette théorie quantique est bien plus permissive qu'elle vous autorise un découvert sur 1 ou 2 comptes. Si seulement les vraies banques pouvaient en prendre de la graine. La théorie quantique permet à la densité d'énergie d'être négative à certains endroits, à condition qu'elle soit positive à d'autres. La raison de cette largesse tient au principe d'incertitude, qui stipule que l'on ne peut mesurer simultanément avec autant de précision qu'on le souhaite la position et la vitesse d'une particule. Plus la position est précise, moins la vitesse le sera, et vice-versa.
Le principe d'incertitude s'applique aussi aux champs, électromagnétiques ou gravitationnels. Il implique que ces champs ne sont jamais nuls, même dans le vide. Si c'était le cas, en effet, ils auraient des valeurs de position et de vitesse simultanément et précisément nulles, en violation avec le principe d'incertitude. Les champs doivent donc fluctuer sans cesse et l'on peut interpréter ces fluctuations du vide comme des créations de paires particules-antiparticules apparaissant au hasard, se séparant puis se réunissant pour s'annihiler. Ces paires sont dites virtuelles car on ne peut les mesurer directement avec un détecteur de particules. Cependant, on peut observer leurs effets indirectement dans l'effet Casimir par exemple. Imaginez deux plaques métalliques parallèles, très proches l'une de l'autre dans le vide. Ces plaques agissent comme des miroirs pour les particules et les antiparticules virtuelles. La région entre les plaques est un peu comme un tuyau d'orgue qui n'admet que des ondes d'une fréquence de résonance donnée. Le résultat est qu'il y a légèrement moins de fluctuations du vide et de particules virtuelles entre les plaques qu'à l'extérieur où toutes les longueurs d'onde sont permises. Cela crée une dépression entre les plaques et donc une force qui tend à les rapprocher. Cette force a été mesurée expérimentalement. Les particules virtuelles existent bel et bien. Parce qu'il y a moins de particules virtuelles ou de fluctuations du vide entre les plaques, la densité d'énergie y est plus faible qu'à l'extérieur des plaques. Mais la densité d'énergie à grande distance des plaques doit être nulle, sinon elle courberait l'espace, qui dès lors ne serait plus plat. La densité d'énergie entre les plaques doit donc être négative. Nous avons ainsi des preuves expérimentales de la courbure de l'espace-temps et du fait que l'on peut courber l'espace négativement avec par exemple la densité d'énergie négative de l'effet Casimir. Il semble donc possible pour notre science et notre technologie de fabriquer un trou de verre ou de courber l'espace-temps afin de voyager dans le passé. Cela poserait cependant un certain nombre de problèmes gênants. Par exemple, si nous parvenons dans le futur à voyager dans le passé, comment se fait-il que personne ne soit encore arrivé du futur pour nous dire ce qui s'y passe? Même si cette personne avait de bonnes raisons de nous laisser dans l'ignorance, la nature humaine étant ce qu'elle est, il est difficile de croire qu'elle ne se montrerait pas pour nous révéler, à nous, pauvres ignorants, les secrets du voyage dans le temps. Bien sûr, les amateurs de soucoupes volantes vous diront que cela s'est déjà produit, et qu'il y a une conspiration mondiale pour dissimuler les connaissances scientifiques venues du futur. Mais si vraiment un tel complot existe, ces acteurs ont tiré bien peu d'informations utiles des extraterrestres. Je suis très sceptique sur ces théories du complot. Les rapports sur les ovnis ne sont pas crédibles, car mutuellement contradictoires. Et si l'on admet que certains d'entre eux sont dus à des hallucinations ou à des erreurs d'appréciation, il est plus probable qu'elles le sont toutes, plutôt que dues à des visites d'extraterrestres venus de l'autre bout de la galaxie. S'ils voulaient vraiment coloniser la Terre ou nous avertir d'un danger, ils feraient preuve d'une totale inefficacité. Une façon de réconcilier le voyage dans le temps avec le fait que nous n'avons pas vu de visiteurs venant du futur est de dire que cela ne s'est pas encore produit, mais se produira un jour. Certes, notre espace-temps n'est pas suffisamment courbe pour nous permettre de voyager dans le temps, mais il en sera peut-être différemment à l'avenir. Dès lors, cet avenir étant lointain, il se peut que le voyage dans le passé ne permette pas d'arriver jusqu'à notre époque. Cela expliquerait que nous ne soyons pas noyés sous un afflux de touristes venus du futur, mais cela n'élimine pas tous les paradoxes. Supposons que vous puissiez partir dans un vaisseau spatial et revenir avant que vous ne soyez parti. Qu'est-ce qui vous empêcherait alors de détruire la fusée sur son pas de tir avant même que vous ne partiez ? Il y a d'autres versions de ce paradoxe, comme celle où vous tuez vos parents avant qu'ils ne vous donnent naissance. Mais elles sont toutes équivalentes. Et il semble y avoir deux réponses possibles. L'une est ce que j'appelle l'approche des histoires consistantes. Elle avance qu'il faut trouver une solution consistante aux équations de la physique, même si l'espace-temps est assez courbe pour permettre un voyage dans le passé. Ainsi, il serait impossible de s'embarquer dans la fusée pour aller vers le passé, à moins que vous ne soyez déjà revenu et n'ayez pas détruit la fusée. Le scénario est consistant, mais il implique que nous soyons complètement déterminés. Il nous serait impossible de changer d'avis. Adieu le libre arbitre. L'autre réponse est l'approche des histoires alternatives.
Elle a été proposée par le physicien David Deutsch et semble avoir inspiré à Robert Zemeckis son film Retour vers le futur. Dans une histoire alternative, il n'y a aucun retour depuis le futur avant que la fusée ne décolle, et donc aucune possibilité de la détruire. Mais une autre histoire s'offre aux voyageurs revenant du futur. L'humanité a fait un effort considérable pour construire un vaisseau spatial, mais juste avant son lancement, un vaisseau semblable arrive de l'autre bout de la galaxie et le détruit. David Deutsch a basé son approche des histoires alternatives sur la notion de « somme des histoires » introduite par Richard Feynman. L'idée est que selon la théorie quantique, l'univers n'a pas une histoire unique. Il a toutes les histoires possibles, chacune ayant une certaine probabilité. Il doit y avoir une histoire dans laquelle le Proche-Orient connaît une paix durable, même si sa probabilité est faible. Dans certaines histoires, l'espace-temps sera si courbe que les fusées pourront y voyager dans leur propre passé. Mais chaque histoire est complète et cohérente. Elle décrit non seulement l'espace-temps, mais aussi les objets qui s'y trouvent. Une fusée ne peut ainsi passer d'une histoire alternative à une autre quand elle revient. Elle doit rester dans son histoire à elle. Ainsi, malgré ce qu'avance Deutsch, je pense que la notion de somme des histoires est davantage en faveur des histoires consistantes que des histoires alternatives. Le scénario des histoires consistantes serait donc le plus probable, ce qui ne poserait pas de problème de déterminisme ou de libre arbitre si les probabilités sont suffisamment faibles pour les histoires dans lesquelles l'espace-temps est si courbe que le voyage dans le temps à notre échelle y est possible. J'appelle cela la conjecture de protection chronologique. Les lois de la physique font en sorte d'interdire le voyage dans le temps à notre échelle. Il semble bien que, quand l'espace-temps se courbe suffisamment pour permettre de voyager dans le passé, les particules virtuelles deviennent presque des particules réelles suivant des trajectoires fermées. La densité des particules virtuelles et de leur énergie devient gigantesque, ce qui implique que la probabilité de leurs histoires est très faible. Il semble donc bien qu'une agence de protection chronologique garantisse la sécurité des historiens. Mais ce thème des plis de l'espace et du temps en est encore à ses balbutiements. Selon la théorie des cordes, qui est notre meilleur espoir d'unifier un jour la relativité générale et la théorie quantique dans une théorie du tout, l'espace-temps a 10 dimensions, et non 4, 6 d'entre elles étant étroitement repliées sur elles-mêmes et donc invisibles. Les 4 autres, qui constituent notre espace-temps, seraient raisonnablement plates. Si cela est exact, il sera peut-être possible de mêler nos dimensions avec les 6 autres qui possèdent une forte courbure. Personne ne sait ce qui pourrait en résulter, mais c'est une perspective excitante. En résumé, pour autant qu'on puisse en juger aujourd'hui, le voyage rapide dans l'espace-temps ou le voyage dans le passé ne sont pas impossibles. Comme il poserait cependant de redoutables problèmes de logique, espérons qu'une loi de protection chronologique nous empêchera de revenir vers le passé pour tuer nos parents. Mais que les amateurs de science-fiction ne perdent pas espoir. La théorie des cordes leur réserve peut-être des surprises. Cela a-t-il un sens de convier les voyageurs dans le temps à une surprise party ? En 2009, j'ai organisé une fête pour les voyageurs dans le temps dans mon collège de Cambridge, Gonville & Caius, à l'occasion d'un film sur le sujet. Pour m'assurer que seuls des vrais voyageurs dans le temps soient là, je n'ai envoyé les invitations qu'après que la fête ait eu lieu. Hélas, personne n'est venu. J'étais déçu, mais pas surpris car j'ai montré que le voyage dans le temps est impossible. J'aurais adoré avoir eu tort.